Donc ici, on va résoudre l'équation différentielle d'un système thermodynamique lors d'un transfert convectif. Donc dans un premier temps, on va établir l'équation différentielle et dans un second temps, eh bien, on va résoudre cette même équation. Alors, revenons sur la capacité à établir l'équation différentielle qui va s'appuyer sur quelques notions de cours de thermodynamique et ensuite on verra comment on les combine pour pouvoir en extraire une équation différentielle. Alors, dans un premier temps, nous avons l'énergie interne du système qui s'exprime de la façon suivante: delta U est égal à la quantité de chaleur plus le travail des forces de pression. On travaille dans les conditions suivantes. Le système est incompressible, donc le travail des forces de pression extérieures est égal à 0. Et on va s'intéresser à une petite variation d'énergie interne notée dU, dont l'expression sera égale à une petite variation de quantité de chaleur delta Q, plus une petite variation de travail de force de pression. Or, comme le travail des forces de pression est nul, eh bien sa variation sera également nulle, ce qui nous permet d'avoir la simplification suivante. Et dans ce cas, l'expression de la variation de la quantité de chaleur va s'exprimer par la capacité calorifique du système et la variation de température qu'il subit. Cette variation de température étant la variation notée dt. Cette variation dt étant la variation de température à l'instant t plus un petit élément de temps, moins la variation t à l'instant précédent, la variation d'élément de temps. Alors donc avec ces hypothèses, on a donc exprimé la variation d'énergie interne, et par définition, on va amener la notion de flux qui caractérise le transfert thermique. Alors ici, le flux va intervenir par l'intermédiaire de deux définitions. Donc, le fait qu'on ait un transfert thermique convectif et non plus conductif, et puis la définition générale reliant le flux à la quantité de chaleur, soit phi égale à la variation de chaleur pendant une petite durée delta t, dt ici, et puis lors d'un transfert conducto-convectif, le flux est caractérisé par un coefficient d'échange à travers une surface de contact, et on est soumis à une variation de température entre le milieu qui échange et la température du milieu, soit une valeur de température delta T. Et cette valeur de température, ici, on va faire une hypothèse simplificatrice étant que la surface de contact est un thermostat. Et étant un thermostat, eh bien, la température du thermostat va s'imposer au système et ce sera la température finale. Et donc la variation de température sera par rapport à la variation initiale, qui est la température T du système. Par contre, cette température du système, elle évolue au cours du temps, donc on aura une dépendance en temps ici de la température, et pour le coup, une dépendance en temps du flux. Alors concernant cette expression, delta T, c'est toujours la température finale moins la température initiale. Cette température du système évoluant vers la température finale, on retrouve cette valeur, T extérieur moins T de T. On peut s'interroger sur le contenu physique. Est-ce que c'est cohérent? Notre référence est le système, donc si le flux est positif, à ce moment-là, le transfert thermique va s'effectuer de l'extérieur vers le système, soit une température T de T qui doit être inférieure à T extérieur. Et en effet, si on a une source chaude, le transfert thermique se fait de la source chaude vers la source froide, ce qui crée bien un flux positif pour le système. Donc ici, on aura bien du chaud, donc une température élevée moins une température plus faible. Le flux sera donc positif puisque les constantes H et S sont des grandeurs positives. Si jamais on venait à avoir un thermostat qui était plus froid, à ce moment-là,
on aurait ici une grandeur qui serait négative, puisque la température du système serait plus élevée que la température extérieure, et à ce moment-là, le flux serait négatif. Et un flux négatif pour un système, ça veut dire que l'échange de chaleur se fait du système vers l'extérieur, qui correspond bien à un transfert de la source chaude vers la source froide, et le système voit son énergie diminuer, d'où une variation de quantité de chaleur dans le système négative, et ce qui implique un flux négatif. Et donc une variation d'énergie interne négative. Donc établissons l'équation différentielle. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser les résultats précédents, et on va les combiner de telle façon à pouvoir en extraire une équation différentielle. Si on combine les équations 1 plus 2, il vient phi égale dq sur dt, et dq est égal à du, d'après l'équation 2, et donc on a cette égalité. Ensuite, d'après 3, on en déduit la relation suivante, phi égale à c dt, divisé par la variation de temps, et en remplaçant par l'équation 3 le c delta t qu'on a mis ici, eh bien on trouve que le flux s'exprime avec la valeur ici t de t plus delta t moins t de t divisé par dt. Alors ça c'est une première étape. Et puis d'autre part on va s'intéresser, donc là on s'est intéressé purement à l'énergie interne, et on va s'intéresser maintenant à l'expression du flux dans le cas d'un mouvement conducto-convectif, qui est la relation 4 ici. Et donc cette relation 4 va nous amener à l'équation suivante. HS, donc T extérieur qui est une constante, moins T de T qui sera égal à C, et la variation de température au cours du temps pendant un petit instant dt divisé par dt. Alors, il vous aura peut-être pas échappé que finalement ici, on retrouve, comme on l'avait vu en haut, une variation pendant une variation de temps, et ça, si dt tend vers 0, donc si l'intervalle de temps tend vers un petit temps, et bien ceci c'est une dérivée, c'est-à-dire que ici, on retrouve que c'est c dt sur dt. Attention, dt température, dt temps. Donc c'est la variation de température par rapport à la variation de temps. Il faudra faire très très attention aux notations. Et là on aura hs, t extérieur, moins t de t. Alors, ceci constitue une équation différentielle, et c'est l'équation différentielle souhaitée. Alors pourquoi c'est une équation différentielle? Eh bien là on retrouve la variable t et sa dérivée par rapport au temps. Et ici, on retrouve la fonction t de t. Donc on a une équation dans laquelle on retrouve la dérivée et la fonction désirée, si donc dt tend vers 0. Alors c'est un petit peu bizarre cette précision que le temps tende vers 0. Alors on va l'inclure dans la transformation. C'est lié à l'énergie interne qui ne dépend pas du chemin suivi. Ainsi, on peut calculer l'énergie interne comme on le faisait pour l'énergie cinétique, en prenant l'instant de départ, l'instant de la fin, et on ne se soucie pas du chemin suivi pour des cas particuliers, comme le mouvement le long d'une ligne droite. Donc ce qui est notre cas dans l'énergie cinétique au lycée. Donc là, en fait, comme on veut passer à des variations infinitésimales, et pourquoi on fait ça? C'est parce que, contrairement à l'énergie interne, dq, elle, dépend du chemin suivi. Donc on va venir sur un petit élément, et à ce moment-là, dans ces conditions-là, on aura ici une variation de température qui sera infinitésimale, ce qui nous fait apparaître la dérivée. Alors, une fois qu'on a ça, cette équation différentielle, elle semble bien différente des autres, donc on va la remodeler, retravailler pour que on puisse faire apparaître une équation analogue au circuit RC qu'on avait déjà rencontré. De l'équation différentielle ici, on va transformer en divisant des deux membres par hs, ce qui fait que l'on obtient l'expression suivante.
Et ensuite, le moins t, on le passe de l'autre côté. Alors, équation que l'on obtient qui est analogue à l'équation en charge d'un condensateur avec des rôles assez équivalents. Donc ici, on a notre générateur qui nous impose une tension, là notre thermostat va nous imposer une température. Et puis on a la fonction qui évolue du temps. Donc là on impose une tension, on impose une température. Et du coup on retrouve une tension qui évolue au cours du temps, avec la température qui évolue au cours du temps. Et puis ici, la dérivée de UC, la dérivée du temps. Donc par analogie, on en déduit le taux constante de temps du système thermodynamique. Taux égale C sur HS. Et C, c'est la capacité thermique du système qui s'exprime en fonction de la masse du système et de sa capacité massique. Donc le C ici et le C là, ce ne sont pas les mêmes. Donc grand C, c'est la capacité calorifique du système, et petit c, c'est la capacité massique du système. Alors qu'est-ce que c'est la capacité? C'est l'énergie qu'il faut fournir. C'est l'énergie qu'il faut fournir pour augmenter la température de 1 degré. Donc plus la masse est importante, plus c'est compliqué d'apporter de l'énergie. Ça nécessite plus d'énergie pour élever l'ensemble de 1 degré. Et plus la capacité est importante, plus chaque unité de masse peut emmagasiner de l'énergie. Donc pareil, plus il faut d'énergie pour élever de 1 degré. Donc ça c'est pour la capacité. Donc ici, quelles sont les nuances? La capacité massique, si je la repasse en marron, elle intervient là, là, ici, ici et là. Et donc ici on a fait la substitution, puisque le lien entre la capacité et la capacité massique, c'est l'égalité M masse fois petit c. Donc ça c'est le lien entre les deux, entre la capacité calorifique et la capacité massique du système. Donc maintenant qu'on a l'équation différentielle, et bien on a les mêmes types d'équations que les circuits RC. Et donc on a établi l'équation différentielle. Alors peut-être que le plus commode, ce n'est pas de la laisser sous cette forme, mais peut-être de venir la transformer pour l'exprimer de façon analogue à l'équation différentielle des circuits électriques. Alors maintenant il nous reste à nous intéresser à la résolution de l'équation. Donc on va prendre cette équation, on va la résoudre. Donc on souhaite résoudre l'équation suivante. Donc T extérieur est égal à MC sur HS fois delta T sur dt plus d de T. Alors, dans les méthodes de résolution mathématique, on a donc, pour résoudre ces équations-là, il faut déterminer deux solutions. L'une qui sera une solution particulière de l'équation qui est ici, et la seconde qui sera la solution générale. Générale de quoi? De ce terme-là, qu'on appelle un membre dans une égalité. C'est le membre où apparaît la température. Et ce membre-là, on va la résoudre dans le cas particulier où la température extérieure sera égale à 0. Et mathématiquement, la solution globale de notre système sera la somme de la solution particulière et la solution générale. Ainsi, toutes ces solutions-là seront solutions de l'équation totale. Ici, restera à déterminer des valeurs de constante pour préciser la solution de notre sujet. Alors, solution particulière. Une solution particulière, c'est une solution qui se voit. Donc là, on remarque que T de T égale T extérieur est solution. En effet, T extérieur étant constant, eh bien, dt sur dt est nul. Du coup, dt sur dt étant nul, l'équation qui est là va se simplifier puisque ce terme étant égal à 0, ça va faire 0 multiplié par mc sur hs, ce qui va annuler tout ce terme. Il nous restera donc t de t, et comme t de t égale à tx, on retrouve bien ici l'équation différentielle proposée. On retrouve bien l'égalité qui est là. mc sur hs dt sur dt plus t de t
est égal à T extérieur. Donc T1, c'est bien une solution particulière de toute l'équation. Première solution, celle-ci. Deuxième solution, l'équation générale. Et là, il faut résoudre cette équation différentielle, mais en considérant que ce membre-là et le second membre ici égal à 0. Soit l'équation en température suivante à résoudre. Alors ici, on repère que c'est une équation différentielle du premier ordre en température par rapport au temps. Et on sait que ces équations admettent. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sans second nombre, égal à 0. Du coup, quand on a une telle équation, mathématiquement, on sait que la fonction y s'exprime. La fonction y, solution de cette équation différentielle, est une constante multipliée par l'exponentielle de moins b sur a, b et a étant les coefficients constants de l'équation différentielle, multiplié par x étant la variable de notre équation différentielle. En mathématiques, cette variable a le nom de x. Alors ici, faisons le lien. Notre fonction, c'est la fonction de la température. Donc t de t, c'est notre fonction y. Notre variable, c'est le temps. Donc ici, par analogie, on va avoir x qui est le temps. Donc on retrouve l'exponentielle, la constante ici. Et maintenant, il nous reste le terme b sur a. b étant égal à 1, on a donc 1 divisé par cette fraction, ce qui nous fait l'équation suivante, hs sur mc. Puisque divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc là, on a notre solution particulière et notre solution générale, qui est une solution déterminée à une constante près. C'est-à-dire qu'ici, on a un ensemble de fonctions qui va être solution, et cet ensemble de fonctions, pardon, ici c'était g, c'est la solution générale, cet ensemble de fonctions, solution de notre équation différentielle de départ, ED, ici on a ED, qu'on cherche à résoudre, ED va admettre pour solution les fonctions t de t telles que t de t est égal à t1 plus k exponentielle moins hs sur mc, t étant le temps, donc on fait très attention à la calligraphie. Mais ça, ce sont l'ensemble des solutions qui vérifient l'équation différentielle. Reste maintenant à trouver la solution qui correspond. Et notre système, à t égale 0, il prenait la valeur t initiale, qui est la température initiale du système. Donc ça, ce sera le cas dans tous les exercices. On aura une température initiale, puisqu'on va mettre notre système à cette température initiale au contact d'un thermostat. Et du coup, il vient l'expression de K par l'équation suivante, puisque à l'instant t égale 0, l'exponentielle, c'est l'argument de l'exponentielle vaut 0, donc exponentielle de 0, ça vaut 1. Du coup, on a t initial qui est égal à t extérieur plus K, et on en déduit K comme étant t initial moins t extérieur, et on a la température du système en fonction du temps qui s'exprime par l'égalité t extérieur plus la constante t initial moins t extérieur qui est ici exponentielle de, alors là je décale, moins hs sur mc, t étant le temps. Alors on pourrait se dire oui, c'est vraiment différent de notre circuit RC, c'est vrai. Le contexte est un peu différent puisque dans le circuit RC, nous, notre tension initiale, elle était nulle en charge et notre tension finale était nulle en décharge. Ce qui induisait ici une expression simplifiée dans le cas de la charge ou de la décharge. Ici, on a une seule et même équation, que l'on ait une source froide ou une source chaude en tant que thermostat. Et on retrouve bien que si on est à t égale 0, eh bien t extérieur moins t extérieur va se simplifier. La température du système, c'est bien la température initiale. Et si t tend vers l'infini, exponentielle tend vers 0, le terme qui est ici tend vers 0, et donc la température finale du système, ça sera bien la température extérieure. Et ça, que l'on ait
un système qui soit chauffant ou pas chauffant. Donc graphiquement, comment ça va se voir? Alors graphiquement, prenons un système à la température initiale supérieure à la température du thermostat. Donc prenons comme cas T initiale supérieure à une température de thermostat. Donc la représentation graphique, on a une exponentielle décroissante et du coup on aura comme courbe la courbe suivante. Une asymptote horizontale en plus l'infini qui sera de T extérieur, la température du thermostat, et une exponentielle décroissante qui va tendre vers la température du thermostat. Donc ça c'est le premier cas. Maintenant considérons un second cas, donc cas numéro 1 en vert, d'un cas numéro 2 où la température initiale est inférieure à notre système. Donc là on part d'une température inférieure. T initial moins Tx sera négatif, exponentielle de moins x est décroissant, mais moins exponentielle de moins x sera donc croissant. On retrouve la charge du condensateur avec une allure d'exponentielle croissante, voilà, qui tend vers la température finale. Donc finalement, par analogie condensateur, ici on retrouve la courbe de décharge. La petite nuance, c'est qu'on ne va pas en zéro, on va donc en T extérieur. Et là, on retrouve la courbe de charge. Alors, on ne va pas arrêter là l'analyse graphique, on va aller mesurer le taux, c'est-à-dire la constante de temps du système. Rappelons que taux est égal à MCHS, hein, c'est le coefficient qui se trouve dans l'équation différentielle, c'est le coefficient constant devant la valeur de la dérivée. Alors graphiquement, on a deux méthodes. La méthode dite des 63%, la méthode de la tangente horizontale. Alors ici, j'ai dessiné des exponentielles qui correspondent à deux températures initiales différentes d'un même système. Et donc, on aura le même taux, puisque le taux dépend de la surface, du coefficient d'échange thermique, de la masse et de la capacité calorifique. Donc si on a le même système, on a la même chose. Eh bien, on se rappelle que si on prend la méthode de la tangente en 0, ici, donc on a la tangente en 0, et on venait couper pour les circuits RC l'asymptote horizontale. Et on faisait la même chose pour les circuits RC en décharge, sauf que l'asymptote horizontale en décharge, c'était la courbe 0. Là, ici, l'asymptote horizontale pour la décroissance, eh bien, c'était extérieur. Donc du coup, ici, on va pouvoir construire la tangente en 0 si on a des points. Et là, ce qu'on remarque, c'est que, eh bien, en faisant la tangente également, pour un même système, eh bien, le temps ici, c'est le temps taux. Deuxième possibilité, c'était la méthode des 63%. Alors la méthode des 63% ici, on fait attention, on chute de 63%. Donc là, la courbe, elle passe ici. Ouais, je corrige un petit peu. Donc dans le cas d'une décharge, on baisse de 63% à partir du départ, mais attention, c'est 63% de la baisse totale. C'est-à-dire que ça, c'est 100%. Et on va venir chuter de 63%. Parfois on dit que c'est la méthode des 37%, puisque c'est le complément à 100% qui est ici. Et ça nous donne ce point-là, qui nous donne évidemment le même taux. Donc là, on vient sur la courbe et on prend le point de la courbe à 63%, et ça nous donne taux aussi. De la même façon, en charge, la méthode des 63% nous dit quoi? Donc, nous dit que il faut monter par rapport à l'écart. Donc le 100% ici, ce serait ce terme-là. Donc c'est l'écart entre l'instant de départ et la fin. Ça, c'est 100%, et on vient à 63%. Et on vient à 63% à partir du moment où on évolue du départ, donc de la température initiale. Donc le 63%, celui ici. Donc tout ça est complètement analogue aux méthodes des circuits RC. Et on a donc mesuré le taux. À partir de quand on peut considérer
que la température du système atteint la température extérieure, c'est-à-dire la température du thermostat, et bien de la même façon, quand la durée delta t, donc delta grande variation de temps, donc c'est la durée, est égale à 5 taux. Et donc si on a mis une horloge avec 0 secondes ici, ça nous donne ici un temps t final, donc moins t initial qui est 0, est égal à 5 taux ici. Est égal à 5 taux. En effet, quand on prend 5 taux et qu'on le réinjecte dans l'équation différentielle, on obtient du coup 99%, plus de 99% de température. Et du coup, on a le temps pour que le système équilibre sa température avec le thermostat. À ce moment-là, T de T égale à Txt. Ce qui nous achève ici la démonstration de l'équation différentielle, sa résolution et puis les exploitations graphiques. Donc, j'espère que ça va vous permettre de bien réviser et de préparer vos examens de bac, éventuellement votre grand oral, pour avoir une meilleure maîtrise de cette thématique.